Mercedes partage entre satisfaction et frustration après Silverstone. Commence avec Toto Wolff, c'était une super course pour tous ces fans qui sont venus avec leur passion. Nous avons vu la lumière au bout du tunnel à Barcelone avant de connaître des difficultés sur les circuits urbains. Je ne veux donc pas trop parler ou être trop pessimiste, disons que je préfère être prudent. Nous avons une nouvelle fois dû composer avec le problème de la hauteur de caisse durant ces 3 jours. Mais on a affiché un bon rythme ce week-end, ce qui est à la fois plaisant et ce qui signifie que nos Evo semblent fonctionner. En Autriche, il y aura certains types de virages qui n'ont pas réussi à notre voiture par le passé. Mais c'est un processus d'apprentissage constant pour nous. Ce sera très difficile de nous imposer cette année, mais nous devrons faire le nécessaire pour maîtriser et comprendre les performances de la voiture. C'était décevant pour George de ne pas être dans cette course car le rythme était bon. Mais il y a des règlements et c'est comme ça malheureusement. Lewis a réalisé une grande course, nous avions la victoire à portée de main et rattrapions les Ferrari. Mais après le passage de la voiture de sécurité, nous avons quelque peu perdu notre élan. Je suis heureux que la course en Autriche arrive très vite, ce serait une nouvelle chance pour nous de continuer à apprendre. Alors Andrew Chauvelin, c'est difficile pour l'équipe de savoir comment réagir après une telle course. D'un côté, c'est frustrant de n'obtenir qu'une 3ème place, car avec les 2 voitures, nous aurions pu nous battre pour la victoire et marquer davantage de points. De l'autre côté, nous pouvons être satisfaits de nous être battus à l'avant. Après un début de saison très difficile, beaucoup de travail a été réalisé par les équipes de Brackley et de Brixworth pour réduire l'écart de cette façon. La course de George ne fut pas très longue. Nous savions que nous prenions un risque en le chaussant en pneus durs. Mais nous n'avions pas anticipé qu'il serait aussi difficile de s'élancer sur la grille. C'est clairement un facteur qui a joué dans l'accident du départ et qui a mis fin à sa course. Ouais, j'ai pas compris non plus pourquoi l'avoir mis en dur, c'est pas comme s'il partait 15ème non plus quoi. Un petit médium, ouais, ça aurait été logique. Petit pneu médium. J'ai pas trop compris, mais bon. Tant pis, hein, ils ont payé cash l'horreur du coup. Lewis, en revanche, prenait un super départ pour se retrouver 3ème. C'est donc dommage de le retrouver en 5ème position pour le second départ. Et ça, c'est vrai. Hein. Franchement, quelle règle de merde. Même Verstappen, hein, qui avait fait ce qu'il fallait au final, il se fait niquer quoi. Et il a pas réussi à passer tout de suite Sainz. Hein. Malgré ça, à plusieurs reprises, il a semblé que nous pouvions nous battre pour la victoire, mais malheureusement, ce n'était pas pour cette fois. Il est quoi qu'il en soit encourageant de voir nos progrès du week-end. Nous avons mené une évolution significative et avons performé comme prévu. Nous savons désormais ce qui fonctionne sur la voiture. Nous pouvons donc trouver davantage de perfos. Nous avons maintenant quelques jours pour tout analyser avant de nous rendre en Autriche. Il y aura donc beaucoup à faire en peu de temps. Mais on est excité à l'idée d'y aller et nous avons l'espoir de nous battre à nouveau à l'avant. Alors honnêtement, moi je les vois pas se battre pour la victoire en Autriche. Je crois que ce sera très difficile. C'est pas un circuit qui leur convient d'habitude. En plus, même l'année dernière, hein, Mercedes c'était pas ouf. Donc là, ça va être encore pire. Je pense que malheureusement, ça va être de nouveau 5 et 6. Et pour voir une belle perf de Mercedes, il faudra attendre le Grand Prix de France. Le Grand Prix d'après, quoi. Mais bon, j'espère me tromper. Allez, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao. Pirelli se réjouit du spectacle de Grande-Bretagne, de Silverstone. C'est grâce à nous. Ne vous oubliez pas. C'est un peu ça, quoi. Bon, je vais vous passer l'intro, hein, parce que du coup, on sait ce qui s'est passé avec le déroulement de la course. Donc, de la diversité stratégique. Max Verstappen en tendre, Nicolas Latifi, Russell en dur, les autres pilotes du top 10 en médium. Une belle diversité au niveau du comportement des composés. La chauffe des pneus durs a été particulièrement compliquée. Il fallait bien plusieurs tours pour les mettre dans une bonne fenêtre de fonctionnement. Chez Sainz ou Verstappen, avec une Red Bull blessée par exemple, les températures faibles, 30 degrés sur la piste, n'ont pas aidé. Les médiums ont semblé proposer le meilleur compromis performance, durée de vie. Sergio Perez a pu compléter un relais efficace avec 34 tours. Les temps ont permis à Verstappen de sauter Sainz au départ, mais ça n'a servi à rien vu qu'il y a eu le drapeau rouge. Ils ont été ensuite utilisés par presque tous les pilotes après la voiture de sécurité. Mario Isola peut se réjouir. Sur ce tracé qui avait tant défrayé la chronique chez Pirelli par le passé, les explosions de pneus en 2013, tout s'est bien passé et sans trop de surchauffe, voire aucune. Les pneus ont permis aux pilotes d'attaquer sur un circuit pourtant très exigeant. Tout d'abord, c'est le plus important, nous sommes tous incroyablement soulagés et reconnaissants que les pilotes impliqués dans les accidents soient sains et saufs, un témoignage des incroyables normes de sécurité du sport. Ensuite, nous avons assisté à une des courses les plus passionnantes de l'histoire récente, avec des batailles tout au long et une stratégie de pneus qui a joué un rôle clé. Pour tous ceux qui se demandent encore si les nouvelles voitures 2022 et de pneus ont amélioré le spectacle et facilité les dépassements, voici votre réponse. Oui, certes, on ne peut pas nier que la réglementation sur ce type de circuit est très efficace. Les pneus aussi ont bien fait leur travail. Donc bravo tout le monde. Maintenant, toutes les courses ne sont pas comme ça quand même, hein, il faut relativiser. Et la nouvelle réglementation permet sur ce genre de circuit, même Spa, hein, je pense que ça sera bien, un Spa, c'est le même genre, il y a des courbes et tout, ça peut être pas mal. Mais des circuits au final comme Singapour, ou comme Abu Dhabi, où on a vu aussi qu'à Bakou, c'était pas terrible, hein, au final ça n'a rien changé quoi. C'était même limite pire qu'en 2021. Donc à relativiser, heureusement qu'il n'y a pas trop de circuits urbains en Formule 1. Ça permettra d'avoir quand même, je pense, un spectacle un peu meilleur que la moyenne normalement. Grâce à cette nouvelle réglementation, en tout cas, oui, Silverstone 2022 était vraiment incroyable, hein, clairement. Mais ces dernières années, Silverstone était bien, de toute façon. Et là, c'était vraiment le summum, quoi. Voilà pour ça.
Alors, une vidéo que j'attendais beaucoup, celle d'un des spectateurs qui se trouvait en face de la ligne de départ et donc qui a vu en direct foncer la voiture de Zou sur lui, quoi. Donc je vais vous couper le son parce que... Enfin, pas couper totalement parce que le mec, il hurle comme une vache. Donc... Ouah. Putain. Oh là là, quelle horreur. La voiture qui arrive vers vous, qui fonce vers vous comme ça, là, tout va bien, quoi. Ouais, elle se retourne à cause du gravier, littéralement. Et puis après, bah, du coup, on part sur un escaladage des pneus. Oh putain, le grillage, comme il a pris cher. Heureusement qu'il a... Oh, ouais. Enfin, après, ils étaient surélevés, les spectateurs, donc je pense pas que la voiture les aurait touchés quand même. Mais bon, dans le doute, hein. Bon, allez, voilà. On se termine une dernière fois et on arrête. Impressionnant ce crash quand même. Alors, Binotto, on va lire un peu ce qu'il a dit là. Il est heureux du comportement de Sainz Silverstone. J'ai hâte de voir quand il va parler de Leclerc aussi. Hein. Je suis non seulement ok avec la situation, mais aussi très heureux du comportement de Carlos. Parce que, par exemple, lorsque nous lui avons demandé d'échanger les positions, il l'a fait immédiatement sans discuter. Quand nous lui avons dit de laisser de l'espace à Charles après le restart, il n'a pas dit qu'il ne voulait pas le faire, mais que le gars derrière moi va être très agressif. Je dois donc protéger ma position, laissez-moi faire. Ah oui, d'accord, donc... oh là là, le mec. Donc, en gros, Binotto, là, tu penses que... tu crois naïvement qu'il ne voulait pas le faire. Il a pas dit qu'il voulait pas le faire. Et que l'excuse, le gars derrière moi va être très agressif, je dois donc protéger ma position, laissez-moi faire, c'est pas pour dire non, en fait, je ne veux pas le faire. Que tu es naïf, mon pauvre Mathia. Je pense donc qu'il a parfaitement compris quelle était l'intention, il l'a non seulement comprise, mais il était en plus très bon dans sa manière d'agir, je suis très heureux de cet aspect. Binotto était aussi satisfait du premier relais de Sainz, même si Leclerc s'est plaint de son rythme derrière lui. Charles avait un peu plus de rythme, Carlos a commencé à dégrader ses pneus. C'est pourquoi nous l'avons arrêté plus tôt par rapport à Charles, et nous avons laissé Charles devant. Nous surveillons toujours l'écart avec Hamilton pour nous assurer que lorsque Hamilton s'arrêterait, il serait derrière nous. C'est exactement ce qui s'est passé. Nous avions le bon rythme avec les pneus durs pour nos pilotes, et nous avons continué à le surveiller. Quand on a vu que c'était marginal, on a simplement demandé à échanger les voitures. Je pense que nous avions raison à ce moment-là, car Charles avait tellement de rythme, je pense que nous avons très bien fait en équipe. Ils ont très bien fait en tant que pilote, je pense que nous avons tout fait correctement. Quelle honte de dire ça, je pense qu'on a tout fait correctement, quoi. Non, en fait. Vous auriez dû arrêter Charles, quitte à ce que ça bloque un petit peu Sainz 3-4 secondes derrière lui. Il fallait faire ça, il fallait arrêter les deux voitures. Quelle honte de pas le reconnaître, quoi, franchement. Binotto estime donc qu'il n'y a aucune raison de voir le résultat du Grand Prix de Grande-Bretagne comme négatif pour Ferrari. Il ne faut pas considérer sous le prisme d'un seul pilote, Leclerc en l'occurrence. Est-ce un week-end difficile pour nous? Je ne pense pas. Nous avons obtenu une victoire. Nous avons obtenu une pole et une victoire à Silverstone. Nous devrions être très satisfaits. C'est une Ferrari en pole et une Ferrari qui gagne. Génial. Et le classement au championnat, t'y penses en fait, Mathia, ou ça se passe comment? Ah non, j'oubliais, ils sont pas là pour jouer le titre. Ils veulent juste être compétitifs. Ah bah oui, mince, suis-je bête. Oh là là, mon dieu. C'est pas comme ça qu'ils vont gagner le titre, hein, avec un dirigeant pareil, hein, chez Ferrari en vrai. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao. Horner s'étonne des stratégies de Mercedes et de Ferrari. Alors, voyons ce qu'il dit, parce que ça me paraît pas débile pour une fois ce qu'il dit Christian. Moi aussi, je me suis interrogé sur les différentes stratégies de ces équipes, notamment d'Hamilton. Pourquoi il est dur pour Lewis alors qu'il avait fait un putain de relais en médium? J'étais en fait surpris que Lewis, avec le nombre de tours à parcourir et la dégradations qu'il avait, n'ait pas mis les tendres. Il a mis les pneus durs au 33e tour, j'ai pensé qu'il allait prendre les tendres. Parce que ça aurait été beaucoup plus facile pour lui de compenser la possible adhérence perdue. J'ai eu l'impression que c'est à ce moment qu'ils ont laissé Ferrari partir. Horner s'étonne également que Ferrari n'ait pas fait rentrer Leclerc en fin de course lorsque la voiture de sécurité est arrivée en piste. Selon le Britannique, le rythme du pilote monégasque était suffisant pour qu'il reprenne la tête, même si Hamilton en profitait pour rester en piste. Tout le monde est différent, n'est-ce pas? Chaque équipe est différente. Je suppose que la décision que j'ai le moins comprise était de ne pas arrêter les deux voitures, et donc surtout Charles, pour mettre les tendres au moment de la voiture de sécurité. Hamilton a évidemment eu un arrêt gratuit, et quand vous êtes la voiture de tête, c'est la chose la plus difficile au monde de s'arrêter depuis la tête. Mais je pense que même si Lewis était resté en piste avec l'avantage des pneus tendres, Ferrari l'aurait repassé. Et oui,
Et oui, sûrement. Eh ben oui, de toute façon, il sait bien, hein, Lewis Hamilton, que c'est difficile hein, d'être en tête, de s'arrêter ou pas. Quand t'es en tête, n'est-ce pas, à Abu Dhabi 2021. Donc oui, il a raison dans le cas de figure. Moi, j'aurais arrêté Hamilton, il lui aurait mis des softs directs en fait. À la limite, j'aurais fait continuer 2 tours de plus en médium. Alors certes, j'aurais été sûr du coup que Hamilton reparte derrière les deux Ferrari, mais avec le gain de performance des softs, au final, il aurait largement pu affronter les Ferrari pour prendre la tête et pourquoi pas gagner la course. Bon, de toute façon, le scénario n'aurait pas tenu puisqu'il y a eu le safety car quoi qu'il arrive. Donc, mais dans l'idée, c'est ce qu'il aurait fallu faire, je pense. Après, Mercedes, je pense qu'ils nous expliqueront leur processus stratégique comme ils le font à chaque fois. Enfin, j'espère du moins pour qu'on comprenne bien les choses. Allez, je vous laisse commenter, ciao. Russell, la F1 doit revoir la disposition des barrières de pneus. Une monoplace ne devrait pas se retrouver bloquée de la sorte. Ouais, bah encore une fois, bon, le truc c'est que c'est la faute à pas de chance, quoi. Peut-être faudrait-il coller les pneus au grillage, du coup, pour pas qu'il y ait d'écart. Ouais, bon, franchement, ouais, la situation était vraiment incroyable. C'est jamais arrivé qu'une voiture passe au-dessus des pneus et se coince comme ça entre les pneus et le grillage. C'est vraiment une situation inédite. Dans cette position, il était bloqué, il n'aurait rien pu faire. Ouais, alors moi je disais aussi, heureusement qu'il n'y a pas eu de feu. Imaginez, il y aurait un incendie comme Grosjean. Le mec il était mort, hein. Il cramait vivant là en fait, hein. Il pouvait pas sortir, hein, clairement, hein. Donc là, Grosjean il a pu sortir in extremis. Lui il aurait pas pu sortir, c'est clair. Heureusement que la voiture s'est pas enflammée, bordel. Oh. Dans cette position, donc, il était bloqué, il n'a rien pu faire. Nous devons faire en sorte d'éviter que la voiture ne se bloque dans un espace aussi restreint entre la barrière de pneus et la clôture métallique qui était juste coincée sans avoir nulle part à rouler. C'était un incident vraiment effrayant, pas seulement pour lui, mais aussi pour toute la foule, j'en suis sûr. C'était pas agréable à voir, je me suis fait dépasser par tout le monde au départ, et après ça, tout ce que je sais, c'est qu'on m'a touché. Puis j'ai percuté Zou sur le côté, il y a tellement d'émotions différentes. Ouais, bon après, on peut refaire hein, le départ, hein, qui est la faute, hein, encore une fois, bon. Certains disent Gasly, certains disent incident de course, certains disent Russell. Voilà, il n'y aura pas de pénalité hein, suite à ça. Je pense que les commissaires ont conclu un incident de course, plus qu'un fautif en particulier, donc... Heureusement que tout va bien, mais oui, effectivement, il faudrait peut-être revoir, du coup, coller les pneus au grillage, peut-être. Je pense que ça serait la bonne idée à faire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao, ciao. Alors, news un peu plus légère F1, il a testé donc, avant la course, Vettel, la voiture de Mansell, la FW14B. Il a piloté pendant un tour ou deux, à Silverstone, du coup, avec un carburant neutre en CO2. La voiture me criait d'y aller, elle me disait « Qu'est-ce que tu attends ?» a plaisanté Vettel. Ces voitures sont incroyables à piloter, je ne sais pas comment c'était à l'époque, mais j'avais l'impression de faire un voyage dans le temps. Ces voitures sont très spéciales, elles sont légères, elles sont très différentes de nos voitures. Vous êtes à l'air libre, vous avez presque les épaules dehors. Vous voyez tout. Il n'y a pas de direction assistée. C'est bien plus rude que nos voitures. Il a rejoint Nigel Mansell après ses démonstrations, et c'était forcément beau pour lui de réunir le champion du monde 92 avec sa monoplace. C'était spécial de le faire ici en ayant Nigel qui m'attendait, j'aurais rien demandé de plus. Interrogé sur le fait qu'il n'ait pas regardé uniquement la moustache pour un hommage à Mansell, l'Allemand reconnut qu'il avait pensé à le faire. Je voulais me raser ce matin, mais j'ai oublié, c'était le plan. Oh, ça aurait été drôle, là. Dommage qu'il l'ait pas fait, du coup. Voilà, donc, Vettel qui s'est bien amusé au volant de sa voiture, hein, puisque c'est lui qui la possède maintenant, il l'avait gagné aux enchères. Donc, ouais, quelle époque. Moi, j'aimerais bien que la F1 fasse une course en championnat, en utilisant des vieilles voitures comme ça, 20 vieilles voitures, et les pilotes, ils monteraient dedans et tout, ils feraient la course avec. Donc il faudrait que les voitures soient à peu près égales en perf, même si c'était pas non plus le cas à l'époque. Donc je sais pas, il faudrait tirer au sort à la limite les voitures dans lesquelles les pilotes vont s'installer. Ça pourrait être une bonne idée, hein, honnêtement, ça pourrait être vraiment fun à voir. Ça sera hors championnat évidemment, hein, ça compterait pas, ça serait juste pour le fun. Et pas forcément 1h30, genre 45 minutes quoi. Ouais, il faudrait qu'ils fassent ça à Silverstone en plus, ça serait bien. Je vous laisse commenter, vous en pensez quoi de mon idée? Ciao. Sainz estime que Ferrari a parfaitement géré les consignes. Bah, en même temps, il va pas dire le contraire, il a gagné la course. Clairement, hein. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, et si vous n'avez pas vu la course, vraiment, regardez-la parce que c'est vraiment une course à voir, hein. Si vous devez en avoir une cette saison, c'est celle-là, hein, clairement. La gestion de la course de Scuderia Ferrari et Silverstone hier a posé beaucoup de questions. Au début de la course, après le deuxième départ, Sainz s'est retrouvé en tête, puis, après les ennuis de Verstappen, son équipier Leclerc est remonté sur lui, et s'est beaucoup plaint de son rythme lent. Pressé d'aller plus vite, comment l'Espagnol a-t-il réagi à cette demande lors du premier relais et lors du deuxième? Au final, il a dû laisser passer Leclerc. Je me suis donné la meilleure chance de rester devant en poussant autant que je pouvais. Pour le deuxième relais, je suis arrivé à un point où je détruisais tellement mon pneu avant que c'était tout à fait logique pour Charles de passer
et j'ai laissé passer dès que l'équipe m'a dit de le faire. Au premier ordre, je réagis. J'ai toujours eu l'esprit d'équipe, je l'aurai toujours, surtout chez Ferrari. Je sais que l'équipe est au-dessus de mes intérêts personnels et j'avais la même philosophie quand j'ai dépassé Charles. C'est pourquoi je pense que nous gérons bien notre duo. On s'entend bien et cette course est un bon exemple. Nous avions les deux voitures, première et deuxième, avant la voiture de sécurité. Au redémarrage avec la voiture de sécurité, Ferrari lui a demandé de rester à une dizaine de longueurs de la voiture de Leclerc, la distance maxi tolérée par la FIA, ce qu'il a refusé de faire. Pense-t-il toujours que l'équipe a bien géré les consignes à Silverstone ? Honnêtement, je pense que l'équipe a très bien géré la course, j'ai rien à dire. À un moment donné, nous avons changé de position, alors que nous risquions d'être tous les deux dépassés par Lewis. Je pense que nous avons exécuté parfaitement, puis ils m'ont demandé de laisser ces 10 longueurs pour le restart, mais j'ai expliqué qu'avec Lewis que j'avais derrière moi, probablement l'homme le plus rapide en piste, c'était plutôt Perez, à ce moment-là, le plus rapide pour le coup. Si je laisse ne serait-ce que 10 mètres, je risque de perdre un peu d'aspiration. Et s'il m'a dépassé, Charles était une pro facile. Donc ma décision était de prendre la tête dès que possible, parce que je savais que j'allais prendre la tête avant le virage 6, avec l'avantage que j'avais sur les temps à partir de là. Essayer de ne pas effectuer la course de Charles. Alors j'ai demandé à l'équipe de me laisser gérer ça aussi proprement que possible. Et en fait, Charles a fait un excellent travail pour rester en rythme. Parfois, il y a le sentiment du pilote, et l'équipe peut vous dire quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord, et vous faites juste votre propre truc parce que vous y croyez vraiment. Mais je fais beaucoup confiance à l'équipe, et nous avons fait une belle course, et nous faisons confiance dans ce genre de scénario, comme vous l'avez vu. Ouais, alors il a quand même désobéi à un ordre direct de Ferrari. Sainz, ils lui ont demandé de rester à la distance de Leclerc au restart. Ce qu'il n'a pas fait, donc il a désobéi clairement aux ordres de Ferrari. Donc apparemment ça passe bien, du côté de Ferrari ils s'en foutent, puisque Binotto n'a rien dit sur ça, donc voilà. Donc en fait Sainz il écoute quand il veut Ferrari, hein, quand ça l'arrange en fait. Donc voilà, étonnant. Et Leclerc, encore une fois, il se fait avoir, hein, une fois de plus on va dire. Comme à Monaco. Mon Dieu. La poisse qu'il a cette saison lui chez Ferrari. Qu'est-ce que vous en pensez vous ? Ciao. Et Perez admet avoir eu de la chance avec la safety car. Sans ça, il n'aurait pas eu le podium, c'est évident. Il y avait trop de retard pour Sergio. J'étais malheureux avec Charles au premier tour, il n'y avait pas de place pour 3 voitures. Malheureusement, j'étais dans la pire situation. J'ai eu un dommage à l'aileron avant. Ils avaient dit que si ça n'avait pas d'effet sur ces voitures, mais c'était comme si je n'avais plus d'avant. Oui, donc il y avait un effet quand même. J'ai donc été forcé de rentrer au stand, je suis reparti dernier, j'ai pu remonter à partir de là tour après tour. Ces pneus médiums tenaient bien, et nous avons eu de la chance avec la voiture de sécurité à la fin, ce qui nous a donné une bonne occasion de nous battre pour le podium. Et oui, les derniers tours, c'était un grand combat avec Lewis. Ça faisait très longtemps que nous n'avions pas eu une bagarre, donc j'étais prêt à le repasser. C'était aussi bien que Charles, mais il était agressif mais propre. Je suis sûr que les fans ont apprécié. Alors oui, on peut aussi parler de ton agressivité, Sergio. Toi aussi, tu étais agressif, à un moment il a même coupé le virage pour passer. C'était le moment où Hamilton a passé les deux d'un coup, là, si vous vous souvenez bien. Maintenant, bon, il n'y a pas eu de pénalité. En fait, Perez, il n'y a pas eu d'enquête. Je crois que l'incident a juste été noté. Il n'y a pas eu d'enquête à proprement parler, donc pas de pénalité de 5 secondes. S'il y avait une pénalité de 5 secondes pour Perez, il aurait été 4ème. Et Leclerc aurait eu le podium. Sur tapis vert, évidemment. Initialement, il espérait pouvoir aller chercher Alonso et Norris, qui étaient derrière le trio de tête. La neutralisation après Esteban Ocon a permis de faire un arrêt, ce qui l'a remis dans la lutte pour le podium. Ça devenait difficile vers la fin du roulé, mais en regardant le rythme, j'ai essayé d'ouvrir un peu la fenêtre. Je me battais contre Fernando et Lando, j'essayais d'avoir une fenêtre sur eux. Et puis quand la voiture de sécurité est sortie, ça signifiait que nous étions 4ème. Donc c'était une bonne chance. Et puis c'était des tours épiques. Ces tours me rappellent vraiment les formules de promotion, qu'on courait tous et qu'on s'amusait beaucoup. Ouais, non, franchement, là, c'est sur ce genre de circuit, on va dire, qu'on voit les bénéfices de la nouvelle réglementation. Ils arrivaient à se suivre dans les courbes rapides, là. C'était impressionnant. Avec l'ancienne réglementation, ils n'auraient jamais pu faire ça, clairement. Donc voilà, c'est vrai que la nouvelle réglementation sur les circuits à courbes très rapides, genre Silverstone, ça marche bien. Hein. Franchement, ça marche très bien. Par contre, sur les circuits urbains, ça change rien en vrai. Donc voilà. Je vous laisse commenter. Qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix ? Ciao. Et du comportement en piste de Perez aussi. Est-ce qu'il méritait des pénalités ? Ou une pénalité au moins ? Il n'y en a pas eu, donc voilà. Ciao. Alors, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais effectivement, pendant le drapeau rouge, il y a eu des manifestants sur la piste de Silverstone. Ils ont été appréhendés. Alors, heureusement que c'était sous drapeau rouge, hein. Du coup, imaginez, il n'y aurait pas eu de crash au départ, les manifestants auraient envahi la piste, du coup, ces cons-là auraient provoqué un drapeau rouge, quoi qu'il arrive en fait. Ou une safety car, je ne sais pas. Ces personnes ont été immédiatement expulsées et l'affaire est maintenant traitée par les autorités locales. Des personnes totalement responsables peuvent protester et se faire entendre, mais courir un tel risque sur un circuit, mettre en danger les pilotes et soi-même, c'est totalement stupide et pas acceptable. Vous pouvez manifester pour ce que vous voulez, c'est la liberté de parole, mais c'est vraiment quelque chose de ridicule.
C'est le minimum que je puisse dire. Donc ça, c'est Dominicali qui a dit ça. Hamilton a un tout autre son de cloche. Je ne connaissais pas le but de cette manifestation, je viens de la découvrir et je veux les féliciter. J'aime que des gens se battent pour la planète, nous avons besoin de plus de gens comme eux. Ouais, alors bon, d'ailleurs, Mercedes a mis un communiqué de presse. Lewis approuve que leur droit de manifester, mais pas la méthode choisie, car ça a compromis la sécurité et celle des autres. C'est toujours bien de le préciser quand même. Vettel, plus mesuré, valide les messages des manifestants, mais pas leur méthode. Je pense que ces gens n'agissent pas par frustration, mais par désespoir. Et j'ai beaucoup de sympathie pour leur peur et leur anxiété. De l'autre côté, je me mets aussi à la place des commissaires qui essaient d'empêcher ces personnes de faire ce genre de choses, et vous faire prendre des risques à ces commissaires ainsi qu'aux pilotes. Sainz, les gens ont bien sûr le droit de se faire entendre et de manifester au sujet de n'importe quoi, mais je pense pas que sauter sur un circuit de F1 soit la bonne manière de le faire. Vous vous mettez en danger ainsi que les pilotes. Oui, je soutiens leur cause, je pense que la F1 a fait un super travail pour essayer de devenir neutre en émissions carbone en 2030. D'ici 2030, la F1 et la FIA poussent dans ce domaine. Mais envahir un circuit, selon moi, c'est pas la meilleure méthode de manifester ou protester. Vous devez être plus prudent car ce genre de choses peut générer des accidents. Perez est d'accord avec Sainz, la Formule 1 doit certainement continuer d'en faire un peu plus sur ces questions. C'est super de voir que des gens se battent pour leur cause, mais ce serait mieux s'ils ne mettaient personne en danger, eux y compris. Voilà, donc manifestant, décidément à Silverstone, c'est souvent le théâtre d'invasion de pistes pendant le Grand Prix. C'est pas la première fois que ça arrive, en 2003 c'était arrivé aussi. Il me semble que c'était 2003, je ne sais plus exactement. Ou 2001, je sais plus. Dites-moi en commentaire. Bon, vous avez pensé quoi de cette invasion de pistes? Ciao ciao. Sainz, le Halo a sauvé 2 vies à Silverstone. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Tout d'abord, j'ai pris la décision de ne pas voir l'accident, a déclaré Sainz. Quand le drapeau rouge est arrivé, je savais devait y avoir un gros crash pour qu'il sorte le drapeau rouge, mais j'ai pas regardé les télés. Évidemment, j'étais incroyablement heureux de voir Zhou sortir de la voiture sans problème majeur. Et puis quand j'ai vu l'accident, juste avant le podium, j'ai été complètement choqué. Le crash était incroyable et le fait qu'il s'en soit sorti, c'est fou. Donc le deuxième qui a été sauvé par le Halo, c'est Roy Nissany, évidemment en F2. Vous avez pu voir la vidéo sur Team Motorsport. Roy Nissany il a failli mourir à cause de ses conneries à lui-même en fait, parce que au final, c'est Roy Nissany qui envoie l'autre, le pilote Auger, là, je sais pas comment il s'appelle, c'est Denis Auger, je crois. Il l'envoie dans l'herbe et celui-ci s'envole sur l'anti-cut et puis il manque de lui couper la tête à Roy Nissany, quoi. Donc voilà, on passe ça, nous devons leur rendre hommage à la FIA pour l'incroyable travail qu'ils ont fait en matière de sécurité. Je suis très heureux de courir en F1 à une époque où nous poussons les uns les autres à plus de 300 km/h. Vous ne pouvez pas imaginer les vitesses que nous pratiquons, les changements de direction, la lutte pour la position, et savoir que vous pouvez le faire en toute sécurité, ou dans une fenêtre de sécurité. Je les remercie pour ça, parce que c'est génial de le faire. C'est pour ça que j'aime ce sport. Difficile de se concentrer pour avoir vu l'accident, déclare Perez. Je pense que c'est génial, j'ai entendu dire qu'Alex était à l'hôpital juste pour des contrôles de précaution. Je suis donc très heureux pour eux qu'ils soient sains et saufs. Je savais qu'il y avait un accident. J'étais de retour dans le garage, je regardais la télé, ils ont montré l'accident, j'étais choqué. Ça fait un moment que nous n'avons pas vu un tel accident. C'est difficile de voir ça et d'essayer de l'effacer de votre esprit, de vous concentrer sur ce que vous avez à faire. Bravo la FIA, car nous avons parcouru un long chemin. Je suis sûr qu'il y a encore de bonnes améliorations et toujours de bonnes leçons pour s'assurer que nous apprenons de l'accident. Perez pense qu'il ne faut pas laisser au hasard la sécurité des photographes et des commissaires sur le circuit. Le Mexicain conclut par une mise au point sur les risques que prennent les pilotes. Je ne sais pas s'il y avait des photographes autour qui ont été en danger. Bah si, il y en avait du coup. Donc il suffit de voir si nous sommes en mesure de rendre ce sport plus sûr pour tout le monde. Première chose. Et la dernière chose que j'aimerais ajouter, c'est au sujet du plafonnement des pilotes. C'est nous qui prenons tous les risques sur la piste, qui faisons le spectacle, donc je ne pense pas que ce soit une bonne chose de parler de ça pour le sport à l'avenir, mais le plus important ici, c'est que personne n'a été blessé. Ok. Alors c'est vrai que c'est étonnant que l'arceau de sécurité, entre guillemets, de l'Alfa Romeo est cédé. Donc s'il n'y avait pas eu le halo, c'est la tête de Zhou qui prenait, et je pense qu'il serait mort dans tous les cas en fait. Donc il va falloir revoir ça chez Alfa Romeo, parce qu'elle a pas l'air très solide au niveau de ce point-là, la voiture. Étonnant, étonnant. Donc là, Zhou, franchement, il remercie le halo qui lui a sauvé la vie. Donc voilà. Concernant le fautif de ça, vous avez été nombreux à débattre. Vous avez été nombreux quand même à dire que c'est pas trop de la faute de Russell, c'est plutôt Gasly le fautif. En disant que pour vous, c'est Gasly qui provoque le crash de Russell dans Zhou, en fait. Voilà, après, j'ai pas le même point de vue. Je pense que c'est plutôt Russell qui se décale sur Gasly qui, donc, peut rien faire. Et du coup, qui fait s'envoler Russell. Mais bon, après, voilà. Chacun son point de vue sur la question, j'ai envie de vous dire. Et le principal, c'est que tout le monde aille bien. Allez, bye.
Leclerc était à la limite lorsqu'il luttait contre Hamilton et Perez. Je devais piloter à la limite, je voulais protéger ma position. Je ne pense pas que j'aurais pu en faire beaucoup plus. C'était amusant, même si je suis très frustré. J'avais des pneus usés durant tout ce temps-là. C'était très compliqué. Je devais donc utiliser tout ce qui était possible. Je vérifiais en permanence où était Lewis. Je fais de mon mieux. Leclerc a réalisé par ailleurs un beau dépassement sur Hamilton par l'extérieur, au virage Copse, alors que les rôles avaient été inversés l'année dernière et que le Britannique l'avait dépassé à 2 tours de l'arrivée pour l'emporter. Il s'est d'ailleurs souvenu de 2021 durant la manœuvre. C'était incroyablement difficile. Dès que j'ai franchi le virage, j'ai regardé un numéro rétro et j'ai eu un flashback de l'année dernière. Finalement, 4ème à Silverstone, alors qu'il avait longtemps mené, Leclerc évoque une grosse déception. Cette course était similaire à des montagnes russes. Je cassais l'élan avant lors du premier tour et je pensais que c'était terminé. J'avais pas mal de survirages, mais j'ai pu jouer avec l'équilibre et je réussissais à avoir un meilleur train avant. Le rythme est alors revenu et nous étions vraiment rapides. La victoire semblait possible. Puis bien sûr, la voiture de sécurité a fait son entrée et c'était terminé. C'était tellement frustrant. Et oui, la panne d'Esteban Ocon. Hein. Après, la panne d'Ocon, le truc, c'est qu'elle est arrivée vraiment au mauvais moment et il n'a pas pu se mettre ailleurs. Ocon, la voiture, elle roulait plus. Donc malheureusement, il s'est arrêté dans un endroit dangereux. Et ils n'ont pas eu d'autre choix que de mettre le safety car finalement. Alors bon, ils auraient peut-être pu mettre la VSC. Mais bon, la direction de course en a décidé autrement. Voilà, après c'est eux qui décident. Hein. Malheureusement, il n'y a pas de règle stricte pour ça. Donc c'est comme ça. Je vous laisse commenter, ciao. Hamilton, un Grand Prix extrêmement courageant pour la suite. Sans voiture de sécurité, j'aurais pu me battre avec les Ferrari. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'était le bonheur d'entendre la foule aussi joyeuse que ça. C'était tellement bruyant dans la voiture avec nos bouchons d'oreilles, mais je pouvais le sentir. Tout le week-end, à partir de jeudi, je pouvais sentir le soutien incroyable ici au Royaume-Uni. Et donc, je suis incroyablement reconnaissant à tout le monde d'être venu en pleine forme et pleine d'énergie. J'espère vraiment que tout le monde a passé une bonne journée. Je pense que oui, ils ont passé une plutôt bonne journée. Qu'en est-il des perfs de la voiture? Je pense que c'est extrêmement encourageant. Il y a eu des moments, je veux dire, pour une bonne période, j'ai suivi le rythme des Ferrari, et même mieux à certaines étapes. Nous avons fait le tour le plus rapide à la fin, par exemple, ce qui est, je pense, pas que nous ayons pu le faire cette année. Ouais, alors, j'ai pas compris, d'ailleurs, une 30.5, il a mis 6 ou 7 dixièmes aux autres. Attendez, je vais regarder quand même sur le site de la F1 pour pas dire de conneries. 30.5, ah ouais, non, 3 dixièmes seulement, ok. J'exagère un peu. Mais bon, 3 dixièmes, quand même, c'est pas mal. Hein. Il a fait son tour au dernier tour en plus. Il a collé 3 dixièmes à Sainz et 4 dixièmes, presque 5 à Perez. Et 7 dixièmes à Leclerc, qui a fait son meilleur tour dans le dernier tour, mais il était en dur aussi, Leclerc. Hein. Faut quand même relativiser. Donc on a eu une Evo ce week-end et le rythme de course a été définitivement amélioré. C'est la partie la plus forte de notre voiture cette année en général. Mais cela nous a certainement aidé à nous rapprocher un peu plus. Je ne pense pas que nous soyons encore en position de gagner. Mais on n'en est pas loin. À quel moment a-t-il compris avoir le rythme pour égaler les Ferrari? Je devenais de plus en plus rapide à mesure que les pneus devenaient de plus en plus rodés. Je commençais lentement à combler l'écart. Oui, je crois toujours que si nous n'avions pas eu de voiture de sécurité, j'aurais pu me battre avec les Ferrari à la fin, mais ce n'est pas arrivé. C'est la première fois cette saison qu'il menait un tour, et la première fois de sa carrière qu'il ne gagne pas une course lors des 10 premières courses de la saison. Des statistiques assez particulières. Et c'est un sentiment étrange. Ce n'est pas une sensation étrange, ces choses arrivent. J'ai eu beaucoup d'années dans ma carrière. J'ai certainement eu des années où je n'ai pas eu de victoire pendant un certain temps. Les progrès que nous avons réalisés au cours des 2 dernières courses, nous ont définitivement donné l'espoir qu'il y a plus à venir. Il y a du potentiel dans cette voiture et nous devons simplement continuer à rester concentrés et ne pas abandonner. Et oui. Alors, prochain Grand Prix qui s'annonce très bien pour Mercedes, c'est le Castellet. C'est pas le prochain, c'est celui d'après. Donc dans 3 semaines, pour le coup. Mais l'Autriche, il y a une course sprint en plus en Autriche, j'avais zappé, mais oui, il y a une course sprint. Je sais pas trop ce que ça va donner honnêtement. Pour Mercedes, je m'attends pas à des grosses perfs là-bas, malheureusement. Mais bon, s'ils sont performants là-bas, ça voudra dire qu'ils seront performants à peu près partout, je pense. Même en Hongrie. On verra bien. Allez, ciao. Horner révèle l'étendue des problèmes de Verstappen en course. Il a probablement perdu près de la moitié de l'effet de sol. Ah oui, quand même. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, Verstappen venait de prendre la tête du Grand Prix. Quelques instants plus tard, son rythme a soudainement chuté. Les 2 pilotes Ferrari sont passés devant, tandis que Verstappen a plongé dans les stands. Il soupçonnait une crevaison. Cependant, en rejoignant la piste, Verstappen a rapidement communiqué à la radio qu'il avait une sensation d'instabilité qui n'avait pas disparu. Le pilote néerlandais a alors été informé que l'équipe pensait que le problème était lié à l'aérodynamique et non critique au fonctionnement de la voiture. Il avait un bon rythme, il a pu prendre la tête, commencer à prendre une avance, puis heurter des débris, explique Horner. Nous n'avons pas eu de crevaison, mais c'était un morceau d'une AlphaTauri. Il est resté coincé sous le plancher de la voiture, en plus d'en avoir détruit une partie. Il est resté là, dedans, et s'est coincé en bloquant le flux d'air. Oh la poisse! Franchement, c'est la poisse, là. En plus, une AlphaTauri, quoi. L'écurisseur. Quelle ironie. Ça a causé d'énormes dégâts au-dessous de la voiture. Il a probablement perdu près de la moitié de l'effet de sol.
En tout, ça faisait 20% d'appui en moins. Heureusement, ces deux ailerons avant et arrière étaient encore intacts. Verstappen avait communiqué par radio pour dire qu'il sentait un problème similaire se développer à l'avant de l'RB18, Horner estimant que les dégâts s'aggravaient au fur et à mesure que la course progressait. Je pense que les dégâts n'ont fait qu'empirer. Puis il est passé au pneu dur qui a rendu l'adhérence encore plus difficile. Mais à ce moment-là, nous faisions la course contre les Aston Martin et les Haas, essayant juste de prendre quelques points pour limiter les dégâts. Mais ensuite, avec la voiture de sécurité, nous avons mis les tendres et il s'est battu comme un lion. Je ne l'ai jamais vu se battre aussi fort que pour une 7ème place face à Mick Schumacher. Mais ça pourrait faire la différence en fin de championnat. Bah oui, c'est sûr. Si c'est un remake Abu Dhabi 2021 avec égalité au championnat par exemple, ou si Leclerc éventuellement a une petite avance à la fin et que Verstappen gagne la dernière course, bah, il peut gagner le titre grâce à ça quoi. Voilà, bah écoutez, on peut pas dire qu'il était verni sur cette course. Hein. Verstappen là, déjà il se prend un débris alors que la piste est très large, il va dessus quoi. Et en plus c'est un débris d'AlphaTauri. Alors franchement pas verni. Hein. Je vous laisse commenter, ciao. Bon, le pauvre Mick, voilà, alors... Ça aurait été Michael Schumacher, il aurait envoyé valser le Max là, mais d'une force terrible. Hein. C'est plutôt Michael Schumacher qui faisait ça et pas Max Verstappen. Hein. Donc Max Verstappen, évidemment dans ses œuvres, bloque Mick Schumacher pour le gain de la 7ème place. Bon, avec les précautions d'usage, hein, je vais vous montrer évidemment. Donc là les deux sont à l'extérieur, pas de souci. Mais on sent quand même que Mick est plus rapide. Regardez Max qui élargit. Et regardez Mick, où il se retrouve. Hop, ça dégage, Mick. Allez, tu dégages. Putain, moi j'aurais continué, je te l'aurais éclaté là. Il a levé le pied, Mick, il a été prudent. Et attendez, parce que c'est pas fini du coup. Il y a encore un move. C'était à l'arrivée ça. C'était juste à l'arrivée. Oh là là, comment ils sont proches. Donc là, hop, Mick, il ressort beaucoup mieux. Il sacrifie l'entrée pour ressortir beaucoup mieux, regardez. Pareil, il a plus de vitesse. Allez Max. Comme s'il était pas là, hein, du coup. Si Mick n'avait pas cédé, du coup, c'était le crash total sur la ligne d'arrivée. Voilà. Donc là, il n'y a pas eu de pénalité et pour moi, je trouve ça scandaleux parce que le pauvre Mick Schumacher, il voulait se battre pour la 7ème place. Au final, on lui laisse pas la possibilité de dépasser. On bloque, c'est interdit. Pareil, Perez, il s'est pas pris de pénal. Je trouve ça scandaleux en fait. Et Max, je trouve que c'est encore pire que ce qu'a fait Perez, perso. Alors, vous en pensez quoi? Est-ce que vous auriez mis une péna à Max, vous? Dites-moi en commentaire, ciao. Fernando Alonso pense que Leclerc aurait dû être pénalisé. Silverstone, il en aurait plus manqué que ça encore qu'il soit pénalisé lui, alors que Perez n'a pas été pénalisé, hein, je le rappelle. Les accidents ont été notés, les incidents. Mais bon, apparemment, les commissaires n'ont pas pénalisé Perez. Bon, écoutez, tant mieux pour lui, après, hein, mais bon. Encore une fois, d'un Grand Prix à l'autre, c'est un peu de poids de mesure. Hein. Manque de constance toujours. Alonso, c'était vraiment amusant à la fin. Évidemment, nous n'étions pas dans la bagarre, mais nous étions juste derrière. Donc nous avons tout vu de ce qui se passait. Nous étions P5, j'espérais que les deux voitures se touchent et que le podium serait là pour nous. Ils se sont bien battus, mais avec respect. Donc c'était amusant à regarder de derrière. 5ème, c'est déjà super. Ça aurait pu être P4 parce que j'ai vu que Charles a fait des zigzags sur la ligne droite en défendant contre Lewis. Je l'ai fait une fois au Canada, j'ai reçu 5 secondes de pénalité dans le dernier tour. Donc je suppose que 3 mouvements ne sont pas autorisés. Les espoirs d'Alonso n'ont pas été comblés puisque le pilote Ferrari a échappé à la sanction et a conservé sa 4ème place. Cependant, le quadragénaire a pris conscience du rythme de sa voiture à Silverstone et que cela pourrait conduire à de résultats meilleurs lors des prochaines courses. Les Grands Prix d'Autriche, de France et de Hongrie vont rapidement se succéder. La voiture était très bonne, disons que par rapport à n'importe quelle autre course, je me suis senti plus compétitif que jamais. Nous étions sur le rythme de Norris, nous ne sommes pas au niveau de Red Bull, Ferrari ou même Mercedes, car elles sont intouchables en ce moment. Mais nous étions assez en avance sur certaines des voitures du milieu de peloton. Donc c'est définitivement un pas en avant, alors que c'était peut-être le meilleur circuit pour les performances de la McLaren. Même si nous étions beaucoup plus proches du leader, je m'attends à ce que les 2 prochains Grands Prix soient assez forts pour nous. Bon, bah écoutez... Ouais, franchement, Alonso, il a fait le job, hein, rien à dire. Bon, Ocon, j'aurais bien aimé voir ce qu'il aurait pu faire s'il n'avait pas abandonné. Bon, dommage. L'abandon pour Esteban, problème de fiabilité encore chez Alpine. Malheureusement, à régler. Je vous laisse commenter, ciao. Alfa Romeo, les dispositifs de sécurité de la C42 ont fonctionné pour Zhou. Ouais, alors bon, il y a quand même il y a eu un petit problème au niveau de la protection de la tête, hein, quand même, les gars. Hein. C'est selon Xavier Pujola qui nous dit ça, ingénieur en piste de Alfa Romeo. Nous avons une procédure interne à suivre après un crash, et c'est ce que nous faisons pour le moment. Nous prenons des photos de tout. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il est positif que Zhou aille bien après cet accident. Tout a fonctionné comme prévu.
Outre Zou, le Halo a probablement sauvé une deuxième vie à Silverstone en Formule 2, ok. Les vibreurs représentent un sujet de discussion important dans le paddock. Certains pilotes de F1 y ont régulièrement demandé à les FIA de la retirer. Mais surtout les vibreurs anti-cut, ouais. Les vibreurs normaux, ça va. Pour sa part, Pujolard est convaincu que l'instance dirigeante fera le nécessaire. Je suis sûr qu'ils vont utiliser ces incidents. Si quelque chose peut être amélioré, alors ils le feront. Pour le moment, si vous regardez toutes les mesures qui ont été prises jusqu'à présent, on peut dire qu'elles ont fonctionné. Étant donné l'ampleur de l'accident, nous pouvons être heureux que personne n'ait été blessé. Ouais, bon, c'est vrai. Après, je suis pas sûr qu'elle soit si suite que ça, cette Alfa Romeo. Alors, je dis pas qu'ils ont pas passé bien les crash tests et tout, hein, ça c'est le cas. Par contre, ce qui est arrivé au-dessus de la tête de Zou, désolé, c'est pas normal. Hein. Donc là, il en parle pas, c'est dommage. On aurait bien aimé avoir l'avis de Xavier Pujolard sur la question. Dommage, je vous laisse commenter. Ciao.